Bonjour à tous, bienvenue. Je vois les participants qui commencent à arriver. On va attendre une petite minute, le temps de laisser à tout le monde le temps de se connecter. En tout cas, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire de notre série Recruter autrement. Là, les participants continuent à arriver. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous partager s'il y a des petits soucis techniques, si vous avez besoin de quelque chose dans le chat. N'hésitez pas à nous partager vos questions dès maintenant. On est là pour ça, pour vous appuyer. Et on est à une minute de plus. On va commencer tranquillement. Donc, je vous le disais, bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre nouveau webinaire de la série Recruter autrement. La thématique du jour, elle est inédite. C'est ouvrez les portes de votre entreprise aux sportifs et parasportifs. On est ravis de vous proposer cette thématique, surtout dans le contexte des JOP 2024 que nous accueillons à Paris. Et puis, pour les perspectives que ça ouvrira encore bien au-delà. Nous sommes aujourd'hui accompagnés, on a la chance d'avoir avec nous 3 invités qui vont co-animer la thématique du jour. Vous allez les découvrir au fur et à mesure des présentations. On est ensemble pour 1h30. On va vous proposer un certain nombre de thématiques qui seront présentées par nos invités. Et le webinaire est 100% accessible grâce à la présence d'interprètes français langue des signes et d'une équipe de vélotypistes. On vous a mis à disposition le support de la présentation qui est en téléchargement et disponible dès maintenant. Et vous avez la possibilité, et on souhaite que ce soit le cas, d'interagir avec nous tout au long du webinaire via le chat. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cet outil et c'est dans le panneau de configuration sur le volet droit de votre écran. Sans plus tarder, je vais vous demander de participer puisque je vais vous partager un sondage et on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur vous, qui vous êtes, de quelle entreprise vous venez. Et du coup, on est curieux de savoir quelle est la taille de votre entreprise. Alors, pas d'inquiétude, pendant que je vais afficher le sondage, les interprètes et la vélotypie vont disparaître, ça dure 20 secondes. On se retrouve juste après. Attention, 3, 2, 1, je lance le sondage. Quelle est la taille de votre entreprise? C'est à vous, participez. Hop. Moins de 20, plus de 20, moins de 250 ou plus de 250. Dites-nous qui vous êtes. Allez-y, allez-y. Je vois que vous participez, c'est très bien. Allez-y, participez. On a besoin que vous nous répondiez sur la taille de votre entreprise, c'est parfait. Je vois qu'il y a de plus en plus de votants, très bien. C'est assez hétérogène pour l'instant. Très bien. Super. Encore une petite seconde. Très bien. Merci. Eh bien, je vais vous partager les résultats. Voilà. Donc, on a 25% de moins de 20, 25% de entre 20 et 250 et 50% de plus de 250. Bienvenue à tous. Et ça nous permettra aussi d'ajuster les questions, les réponses qu'on va pouvoir vous partager. Alors, revenons à la présentation. Et on va ensemble vous montrer du coup déjà comment on va traiter cette thématique. Je vais ajuster notre petite barre de sous-titres, voilà. Donc, dans un premier temps, on va parler handicap et entreprise, les enjeux. De quoi parle-t-on et quels sont les enjeux dans ce cadre? Ensuite, nous aurons l'honneur d'accueillir Marie-Amélie Le Fur avec nous pour un témoignage et je ne vous en dis pas plus, nous la découvrirons d'ici peu. Nous ferons un zoom ensuite sur les bénéfices pour l'entreprise d'accueillir et de recruter un sportif ou un parasportif. Et puis après, viendra le temps du concret et de l'opérationnel. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les outils? Quelles sont les aides? Dispositifs de droit commun, dispositifs spécifiques, qu'actionne-t-on et quel levier a-t-on à notre disposition pour ce faire? Et tout ce qu'on va vous partager, vous le retrouverez dans la boîte à outils qu'on vous a préparée. Voilà. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec, du coup, handicap et entreprise, les enjeux. Et pour cette première intervention, on va accueillir Philippe Efretikine. Philippe, tu peux nous rejoindre. Philippe est en train d'arriver et magnifique. Bonjour Philippe. Bonjour, oui, sinon j'ai la tête coupée. Bonjour à tous.
Très bien, merci Philippe. Eh bien, écoute, avant de passer à la présentation, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Et donc, je suis Philippe Efritikin, je suis chargé de mission à l'AGFIP. Donc, l'AGFIP, c'est le fonds de gestion de l'obligation d'emploi des entreprises dans le secteur privé. Et je m'occupe de tout ce qui est thématique, sport, parasport, grands événements sportifs. Très bien. Et mais du coup, est-ce que tu peux nous parler justement handicap et entreprise? Quels sont les enjeux? Que peux-tu nous dire à ce sujet? Je vais aller assez vite, mais au-delà de l'obligation d'emploi des Mm. travailleurs handicapés, hein, que la loi de 2005 impose, c'est-à-dire le fameux quota de 6%. Mm. En fait, pour les entreprises et la société, hein, l'enjeu, c'est effectivement d'activer une des briques de sa responsabilité sociétale. Effectivement, ça peut jouer avec l'allongement des durées de vie active. C'est aussi un axe de la gestion des emplois et des carrières et des compétences. On est évidemment sur l'axe gestion de la diversité et en impact indirect ou en tout cas en termes de communication pour l'entreprise, c'est un facteur d'amélioration du climat social. Et là, si on revient sur la thématique sport, handicap, entreprise, on est évidemment sur le bloc qualité de vie au travail. Voilà, en gros. Alors, pourquoi faudrait-il agir? Il faut agir parce que globalement, la société n'est pas suffisamment inclusive seule, donc il est nécessaire d'activer un certain nombre d'outils, de leviers pour effectivement rendre notre société plus inclusive. Alors, pour l'entreprise, travailler une politique d'emploi des personnes en situation de handicap, ça a un certain nombre d'atouts et d'avantages. C'est à la fois d'élargir son vivier de candidature, et on sait bien que dans ces périodes de tension sur le marché du travail, il serait vraiment dommage de se passer de ces compétences disponibles et ou compétences à développer. On est sur les deux leviers. On a effectivement, là, je l'ai dit en préambule, mais effectivement, respecter son obligation légale. On a aussi, dans le cadre de tout ce qui est fait pour le maintien en emploi, on a conservé ses compétences. Et puis, c'est aussi, quand on était sur élargir le vivier, c'est aussi diversifier ses partenariats, ses partenaires et développer une politique inclusive parce qu'on s'inscrit dans un écosystème favorable. Voilà en gros ce que je peux dire. Évidemment, vous avez un impact communication interne, externe. Enfin, il y a d'autres, je dirais, effets bénéfiques qui sont peut-être un peu plus secondaires. En tout cas, l'idée, c'est permettre l'insertion de personnes en situation de handicap dans le monde du travail et de permettre aussi qu'ils puissent rester sur le marché du travail. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs dans cet objectif qu'on vous propose ces webinaires Recruter autrement, parce que Philippe le disait, sur les partenariats, les opportunités d'action peut-être des fois innovantes, vous permettent aussi d'agir positivement vers des recrutements plus inclusifs. Et c'est tout l'objectif justement de la série de webinaires qu'on vous propose, c'est de vous présenter parfois des actions inspirantes, des témoignages, des structures spécialisées, des acteurs qui agissent pour des recrutements plus inclusifs. Merci beaucoup Philippe. Il est temps maintenant de passer au temps fort de notre webinaire. On a même un peu d'avance sur notre timing, c'est magnifique. Donc on va aussi prendre le temps d'accueillir tout le monde tranquillement. Mais en tout cas, on va passer au temps fort de notre webinaire avec le témoignage. Donc ça, c'est un des moments les plus importants. On va accueillir avec nous Marie-Amélie Le Fur, qui va vous parler de son expérience justement professionnelle, sportive. Marie-Amélie, bonjour et bienvenue. Et je vais même régler l'écran pour qu'on vous voit bien.
Parfait. Ah, on n'a pas tous la même taille, c'est comme ça. Marie-Amélie, bienvenue. Merci beaucoup. Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Marie-Amélie, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur. Alors, plusieurs casquettes. Déjà, me présenter en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, puisque j'ai participé à 4 reprises aux Jeux paralympiques d'été en para-athlétisme sur des disciplines de sprint et de saut. Je suis triple championne paralympique et quadruple championne du monde. Actuellement, puisque j'ai mis fin à ma carrière il y a maintenant 3 ans, je suis présidente du comité paralympique et sportif français. Donc, nous sommes chargés d'accompagner l'équipe de France, en tout cas de conduire la délégation lors des Jeux paralympiques d'été et d'hiver, et également de développer l'offre sportive pour les personnes en situation de handicap. Et ça va être un peu au cœur de nos échanges aujourd'hui. J'ai une troisième casquette qui est que je suis salariée du groupe EDF depuis près de 10 ans maintenant. Eh bien, impressionnant. Merci en tout cas de nous offrir la possibilité d'écouter votre témoignage. Et justement, on a quelques questions pour vous. Déjà, la première, Marie-Amélie, pouvez-vous nous en dire plus sur la place qu'occupe le sport dans votre vie en tant que personne en situation de handicap? Alors, vous l'aurez compris au travers de mon premier témoignage, forcément, le sport occupe une place importante et j'ai envie de vous dire, le sport a joué une place déterminante dans mon parcours de vie. En fait, il faut revenir 20 ans en arrière. Donc moi, c'est un handicap acquis puisque c'est un handicap qui est arrivé à la suite d'un accident de la circulation et à ce moment très important finalement de l'acceptation du handicap, le sport va avoir pour moi un rôle moteur en 2 sens. Le premier déjà, c'est que le sport va donner justement un nouveau sens à ma vie, va me permettre très rapidement de me fixer un objectif court terme qui a été accéléré par des faits et des rencontres, de devoir recourir dans les 5 mois qui suivent mon accident. Donc, ça a été vraiment un moteur, un objectif à atteindre, ce qui nous a permis finalement de assez peu vivre les périodes de colère, la période de déni et d'être très rapidement dans l'acceptation de la situation. La deuxième chose, et ça pour être totalement honnête avec vous, je pense que je l'ai compris des années plus tard, le sport a aussi eu pour moi la capacité de m'accepter comme j'étais, de me comprendre comme j'étais devenue pour plusieurs facteurs. Déjà parce que quand j'avais ma prothèse de ville, je sentais bien que le regard des gens, il était empathique, pathos. Il était toujours un petit peu dans la tristesse et dans la compassion. Et dès l'instant que je mettais la lame de sport, le regard des gens, il changeait. Il devenait admiratif. Et tout de suite, en fait, les superlatifs qui étaient utilisés, la sémantique qui était utilisée, était plutôt celle du courage, de la performance, du dépassement de soi. Et donc, finalement, cette sémantique-là, elle me permettait, en tant que jeune adolescente, de garder confiance en moi, de continuer à avoir des rêves. Et ça, c'est important. Et le deuxième effet que ça a eu, c'est finalement de m'aider, au travers de l'acte sportif, à découvrir les vraies limites de mon corps. C'est-à-dire qu'il y avait celles que la société me donnait, il y avait celles que les médecins finalement me disaient avoir. Et puis il y avait cette expérimentation dans le sport qui m'a fait comprendre que finalement mon champ des possibles, il était bien plus vaste, bien plus étendu que ce que la société me laissait entendre. Voilà. Donc ça, c'est le sport, la place du sport dans ma vie. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, dès l'instant qu'on met des personnes en situation de handicap dans l'action sportive, c'est ce qu'elles vont ressentir, c'est ce qu'elles vont découvrir. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer à encourager l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, parce qu'elles vont se révéler. Elles vont se révéler à elles-mêmes, elles vont réussir à s'affranchir de certains codes, elles vont développer leur autodétermination, elles vont développer leur autonomie, à la fois physique, psychique et mentale. Alors, on va pas faire disparaître la situation de handicap, soyons quand même lucides, mais en tout cas, on va en améliorer l'acceptation au quotidien. Deuxième fait absolument important, notamment dans la transition que nous sommes en train de connaître dans ce sport inclusif, c'est de favoriser la rencontre. Et si demain, finalement, nous avons des clubs sportifs qui sont inclusifs, nous pratiquerons du sport ensemble. Et ancrer ensemble des souvenirs sportifs, c'est accepter finalement, apprendre à vivre avec la différence et tout simplement se dire que pour vivre un moment avec une personne en situation de handicap, il faut juste faire appel à son bon sens et c'est des choses qui sont relativement simples quand bien même pendant des années on a vécu de façon totalement séparée.
Eh bien, merci beaucoup pour ces premiers éléments. Mais du coup, j'ai une autre question à vous poser par rapport à votre vie professionnelle, du coup, le choix du parcours en entreprise. Sur quelles compétences vous avez été recrutée? Comment ça s'est passé? Alors, on va se dire clairement les choses, Caroline. Moi, j'ai été recrutée pour ma situation de handicap. Mais attention, pas pour le quota des 6%, parce que oui, j'ai eu la chance de rencontrer en fait dans mon parcours de vie un manager un peu visionnaire, un peu nouvelle génération, c'est-à-dire que lui, quand il a vu Marie-Amélie Le Fur qui avait envie de travailler, parce que c'était mon choix. Moi, j'ai souvent nagé à contre-courant et pendant en fait 18 mois, j'ai été une sportive de haut niveau professionnelle, sauf que ça correspondait pas à mon état d'esprit, ça correspondait pas à ce que j'avais besoin pour me construire sereinement en tant qu'athlète. Donc, j'avais besoin de travailler à côté du sport. Et donc, j'en ai fait la demande à un de mes plus grands partenaires qui était à l'époque EDF. Et cette demande va arriver aux oreilles d'un directeur d'unité locale qui, quand il reçoit la demande, va étudier un petit peu mon parcours, va regarder ce parcours de vie. Et lui, quand il voit que j'ai subi à l'âge de 15 ans un accident de la circulation, que j'ai été capable de traverser cette épreuve et finalement de surmonter mon handicap, il va y lire des compétences, des capacités qu'on peut bien évidemment apprendre à l'école au travers de diplômes spécifiques. Mais lui, voilà, va estimer que ça va me conférer une légitimité pour occuper un poste qu'il veut créer au sein de sa centrale, qui est un poste de conduite du changement. Donc, il a su lire en fait finalement dans ce parcours et cette situation difficile que j'ai vécue un niveau de compétences nouvelles. Et je pense que ça, c'est aussi finalement des capacités à recruter vers lesquelles on doit tendre. Et c'est de comprendre que la situation de handicap, c'est pas nécessairement un moins. Déjà et d'une, si on arrive à travailler l'environnement de notre entreprise, l'environnement physique, la façon de manager, les méthodes avec lesquelles on travaille, on peut déjà faire en sorte que la situation de handicap de la personne, elle s'exprime moins. Et donc, qu'elle ne soit pas un frein finalement à l'enjeu de performance et que ce soit totalement lissé dans le travail salarié. Et quand on pousse la réflexion au bout, et ça a été le cas de ce directeur d'unité, finalement, votre situation de handicap, elle peut aussi se révéler être un atout parce qu'elle vous confère des compétences particulières, l'adaptabilité, une vision nouvelle de la vie, un sens du lien à l'autre qui est totalement différent. Et la seule chose que vous avez à faire en tant qu'entreprise, c'est à le comprendre, à le mesurer et derrière le mettre à profit de vos collaborateurs et finalement de la performance collective. Merci beaucoup. Effectivement, ça fait sens et ça va aussi dans le sens des propos que Philippe évoquait tout à l'heure sur du coup l'accueil d'une personne en situation de handicap dans votre entreprise et dans le milieu professionnel. Et concernant maintenant l'après sur le parcours sportif, il y a un point essentiel dans la carrière d'un athlète, c'est la reconversion. Que se passe-t-il quand le parcours sportif s'arrête? Quelle est du coup l'importance pour vous? Quelle est son importance de cette reconversion dans le parcours de vie professionnelle des athlètes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour moi, j'ai envie de dire que ça s'est bien passé parce que je suis encore en transition. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai été athlète, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai effectivement arrêté ma carrière sportive il y a 3 ans. Mais là, je suis encore, en fait, avec un pied dans l'entreprise, un pied dans le monde du sport puisque j'ai cette fonction, cette casquette de dirigeante du mouvement sportif. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre dans mon parcours, c'est que c'est quelque chose, la reconversion que j'ai anticipée très tôt. Je l'ai anticipée en fait dès mon plus jeune âge, déjà en prenant conscience que la carrière d'une vie d'athlète de haut niveau, à un moment donné, elle s'arrête et que si on veut exister dans la société de demain, il faut développer ses compétences et notamment suivre un parcours scolaire. Donc moi, le choix que j'ai fait, c'est finalement d'arriver à aménager, suivre mes études, des études qui me plaisaient pendant ma carrière sportive. Donc tout ça, je l'ai mis en place jusqu'à l'année 2011. J'ai suivi un master. Après, moi, j'ai jamais fait de demande d'aménagement d'études, c'est-à-dire que je n'ai pas dédoublé les années, j'avais pas un cursus spécifique, mais c'est désormais des choses qui sont possibles pour les sportifs de haut niveau et bien évidemment qu'il faut encourager. C'est important. Et sur ce niveau-là, voilà, il y a aussi un appel finalement aux différentes fédérations, quand bien même elles sont maintenant très engagées dans le processus, de rappeler que on doit inciter, on doit encourager, on doit, pour ne pas dire imposer à nos sportifs d'avoir ce double cursus, quitte à finalement faire un bac en 5 ans, voilà, quand il faut dédoubler les années. Voilà. Donc, il y a des choses qui existent dès le cursus scolaire, ça c'est important. Et puis, il y a la période finalement où après, on va commencer à rentrer en entreprise. Et moi, c'est une difficulté que j'ai ressentie, c'est que
Quand je suis arrivée en entreprise, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je travaillais dans le nucléaire. Donc, j'étais une femme jeune, handicapée et sportive de haut niveau qui arrivait dans le nucléaire. Donc, globalement, j'avais quand même pas mal de boulets à mes pieds. Le fait d'être une femme n'a posé aucun problème. Le fait d'être en situation de handicap non plus, parce que je suis arrivée vraiment dans une entreprise qui était bienveillante. Par contre, le fait d'être sportive de haut niveau n'était pas très bien appréhendé. On ne savait pas exactement comment faire. Et la seule chance que j'ai eue, c'est d'avoir un manager finalement qui a réussi à bien organiser mon temps de travail. Je travaillais à mi-temps, faire en sorte que ce soit pertinent dans les fonctions que j'utilisais, mais aussi pertinent dans le rythme de charge de travail que je devais mettre en place. Donc tout ça, c'est aussi de se dire que finalement, accueillir un sportif de haut niveau dans son entreprise, accueillir une personne en situation de handicap dans son entreprise, c'est déjà mettre des mots sur la situation, c'est en échanger, c'est faire preuve de bienveillance, c'est faire preuve d'écoute, mais sans être laxé sur l'exigence. Et ça, moi, j'y suis vraiment très attentive. Voilà, il faut avoir cette même exigence de l'objectif, de la réussite et de la performance dès l'instant que l'environnement est adapté à la personne en situation de handicap. Donc voilà, moi, c'est des choses qu'on a préparées, qu'on a travaillé avec le management de proximité. Après, les conseils que j'aimerais donner peut-être pour d'autres entreprises ou pour les sportifs de haut niveau dans le futur, c'est de voir comment on peut incarner en fait un peu ce statut de l'alternance sportive de haut niveau. Je m'explique. En fait, quand on parle d'alternance, globalement, le monde de l'entreprise comprend exactement de quoi on parle. Et ben, quand vous accueillez en fait un sportif de haut niveau en entreprise, et ben, c'est exactement la même chose. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Et si vous le préparez suffisamment avec lui, et ben, finalement, vous arrivez à avoir ce rythme d'alternance qui permet d'être cohérent avec les fonctions, avec le poste. Donc, c'est vraiment voilà, d'arriver à parler le même langage entre le sport et entre l'entreprise. Et la notion d'alternance, elle se développe. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille aussi actuellement sur une vraie alternance des sportifs de haut niveau, ce qui leur permet aussi d'avoir et les études et l'entreprise et le sport. Donc, il y a des progressions en ce sens. Après, il y a aussi une autre réalité qui est que dans certains sports, dans certains profils de sportifs, travailler en parallèle du sport ne va pas être possible. Et là, peut-être qu'on peut agir sur un temps 2, c'est-à-dire qu'on laisse le sportif faire ses études. Après, il se consacre pendant des années au sport. Et puis, quand on est à 1 an, 2 ans du décrochage de la retraite, commencer à faire des immersions en entreprise. Commencer à offrir finalement aux sportifs la découverte, la connaissance de l'entreprise, des entreprises, du milieu professionnels, en faisant comme ça des entreprises données dans des secteurs d'activité. Et tout ça doit se préparer avec les entreprises, avec les fédérations et avec l'Agence nationale du sport. Dernier point, et ça c'est absolument essentiel, c'est de comprendre que quand vous prenez votre retraite, quand vous êtes sportif de haut niveau, en situation de handicap ou pas d'ailleurs, vous changez d'identité sociale. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que c'est pas juste un changement professionnel, c'est que vous allez vraiment changer de statut social. Et pour nous, c'est vraiment une mise à la retraite. Voilà, on doit fermer une page de notre vie et en ouvrir une totale nouvelle qui est vraiment une page blanche pour nous. Et tout ça, ça doit aussi s'accompagner parce que voilà, vous devez prendre conscience de vos compétences, de vos connaissances, vous devez retranscrire ce que vous avez appris dans le sport dans votre métier de demain et ça doit être mieux accompagné, notamment pour certaines personnes, peut-être par des psychologues, voilà, pour vraiment avoir un suivi psychologique de cette démarche-là. Et un dernier point, et je vous assure que ce sera vraiment le dernier sur cette question-là, mais c'est de comprendre que la réalité pour les sportifs de haut niveau en situation de handicap, elle est plus difficile. Parce qu'en fait, vous vous heurtez à une double difficulté qui est celle que vous êtes un sportif de haut niveau, et on vient d'en parler, la reconversion, elle n'est pas facile, et que vous avez la difficulté de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et pour autant, vous avez une richesse, je vous l'ai partagé, vous avez une richesse du parcours, de la vision que vous pouvez mettre à profit des entreprises. Donc, on a vraiment besoin aussi que ce soit les entreprises qui viennent vers nous, qui soient allantes, qui fassent cette démarche-là pour nous aider à franchir cette transition. Merci beaucoup, Marie-Amélie. C'est important aussi de passer ces messages à vous, entreprises qui nous regardez, parce que vous avez un rôle à jouer dans l'accueil des sportifs au moment de leur alternance, de leurs études, de leur immersion qui était évoquée. On y reviendra, il y a des outils et des dispositifs pour vous y aider, justement. Marie-Amélie, peut-être d'autres éléments, peut-être d'autres messages que vous souhaiteriez nous partager aujourd'hui ?
peut-être ce que vous venez de dire, et vous rentrerez après un petit peu plus tard dans les détails, Caroline, c'est de se dire que voilà, il y a des dispositifs existants. Contrairement à ce que l'on pense, et en tout cas que moi j'entends régulièrement, beaucoup de personnes estiment qu'il n'y a rien qui est fait pour la reconversion des sportifs de haut niveau. À titre personnel, je ne partage pas totalement cette vision, et je pense que la suite de ce webinaire va vous le démontrer. C'est juste qu'il y a une méconnaissance des différents acteurs, des dispositifs existants. Il y a des dispositifs à destination des sportifs. Il y a des dispositifs aussi qui peuvent être mobilisés par les entreprises, aussi bien sur le champ du handicap que sur le champ des sportifs de haut niveau. Donc déjà, c'est de donner à connaître tous ces dispositifs. Et bien évidemment, et c'est le travail qui est en cours, notamment avec la convention multipartite qui va être signée et que vous nous présenterez tout à l'heure, voilà, c'est d'avoir une continuité de l'évolution des différents acteurs. La deuxième un peu appel à mobilisation que j'aurais envers vous, les entreprises, c'est de continuer à être à nos côtés, aux côtés du mouvement sportif, pour aussi faire connaître et aider au développement du parasport. Pourquoi? Parce que le parasport, et je vous l'ai partagé au tout début de mon intervention, ça va être un élément clé dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que vous, entreprise, vous cherchez à recruter des compétences. Et qu'est-ce qui se passe dans le parcours de vie d'une personne en situation de handicap? C'est qu'elle vit dans une société qui est encore empreinte de préjugés et de discrimination, qui, très rapidement dans le cursus, peut générer de l'autocensure, peut générer un décrochage scolaire de la personne en situation de handicap. On le voit par le niveau de diplôme des personnes en situation de handicap, et peut-être que Philippe me corrigera sur mes statistiques, mais je crois de mémoire que seuls 36% des personnes en situation de handicap atteignent le niveau bac et bac plus. Voilà. Donc, dans un monde… Ça s'améliore, mais c'est ça. Voilà. On a une confirmation. On est malheureusement, j'ai envie de le dire comme ça, on est encore dans les bonnes statistiques. Voilà. Donc ça démontre bien qu'il faut qu'on aille générer ce niveau de compétence des personnes en situation de handicap. Et pour ça, il faut agir sur l'autocensure qui peut se créer dès le parcours scolaire, dès le collège. Et encore une fois, je ne dis pas que le sport est le remède à tout, mais le sport peut être un levier pour raccrocher justement des jeunes à la scolarité, parce qu'on leur redonne confiance en eux, parce que on les met dans un secteur où ils vont être en réussite, et cette réussite qu'ils connaissent dans le sport va faire effet boule de neige dans leur confiance en eux pour suivre d'autres projets, et notamment des projets de vie adaptés à leurs compétences, à leurs besoins et à leur envie. Merci beaucoup Marie-Amélie pour ce témoignage très riche, et je pense que les messages sont passés, et pour accompagner ces messages aussi, et puis rentrer dans l'opérationnel, on va vous donner un certain nombre d'outils, d'aides, vous allez voir, pour pouvoir vous accompagner sur cette voie-là. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà un témoignage très inspirant, et on va maintenant accueillir Sophie Domenech-Vindex pour l'APEC qui va me rejoindre, et on va parler justement, avant de rentrer dans ces outils, ces aides et ces dispositifs que vous pouvez mobiliser, donc le côté opérationnel, on va revenir avec Sophie sur les bénéfices, les plus-values pour votre entreprise de recruter un sportif, un parasportif. Sophie, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, merci Caroline pour cette belle invitation. Alors c'est pas simple de rebondir sur une intervention aussi brillante que celle de Marie-Amélie Le Fur. Je vais néanmoins essayer de réaliser cet exploit. Et je vais ajuster. Voilà, oui, vas-y, ajuste. On n'a pas tous la même taille, donc allez, pas de souci. Tout d'abord, peut-être en introduction, et je trouve que c'est intéressant. On est dans un moment très très important, comme le disait à l'instant Marie-Amélie Le Fur, et donc je vous confirme que la signature multipartite avec tous les partenaires vient d'être signée. C'est vraiment tout récent, tout frais, et j'en suis pas peu fière, parce que vraiment c'est comment je veux dire, une résultante de la mobilisation vraiment de tous les acteurs du monde du sport, mais également les acteurs du monde de l'entreprise. Et pour rebondir justement sur ce que disait Marie-Amélie Le Fur, j'ai envie quand même de vous donner le nom de ceux qui ont signé cette convention de partenariat multipartite. Et donc, il y a le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le ministère du Travail, la DGFP, l'Agence nationale du sport, l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences de la branche sport,
le CPNEF Sport, Cosmos et également l'AFNAS, la Fédération nationale des associations et syndicats des sportifs, France Travail bien évidemment, et c'est pour ça que c'est important, l'AGFIP et également la FIP HFP, voilà, je ne voulais pas écorcher le nom, et Diagoriante, et enfin l'APEC que je représente aujourd'hui. Donc voilà, le moment est arrivé et il a été très attendu et c'est totalement complémentaire à tout ce qui vient d'être dit et ça fait partie, on va dire, des actions opérationnelles. Absolument, et ça va être très soutenant pour toute la mise en place des dispositifs que vous allez pouvoir mobiliser. Tout à fait. Du coup, le lien avec les opérateurs de compétences comme Atlas est juste fondamental et encore une fois, un grand merci à Caroline et toute son équipe pour cette belle invitation. Vous dire que donc je travaille et je parle au nom de l'APEC. L'APEC, c'est quoi? C'est l'association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés, dont les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne en fait les cadres et les jeunes diplômés à partir de Bac+3 tout au long de leur parcours professionnel. Et nous aidons également les entreprises, notamment les TPE, PME, dans la recherche des bonnes compétences. C'est important, on a parlé des compétences psychosociales, relationnelles, transversales. Voilà, donc c'est vraiment un sujet d'actualité, notamment par rapport aux difficultés de recrutement que connaissent les entreprises et les différents secteurs d'activité. Et nous sommes également, pour être tout à fait complet, un observatoire du marché de l'emploi cadre. Et à ce titre, j'ai envie de vous partager 2 études qui sont vraiment en lien avec notre sujet. Une première étude autour de l'impact des Jeux olympiques et paralympiques sur le métier cadre, qui va paraître là au mois de juin, et une étude qu'on a menée récemment sur la reconversion des sportifs de haut niveau qui se tournent vers un métier cadre. Et donc, justement, cette convention multipartite vient encourager, soutenir toutes ces démarches qui sont faites en complémentarité avec tous les acteurs du monde du sport, pour oublier personne, évidemment, les fédérations, l'Agence nationale du sport, les maisons régionales de la performance, et tous les acteurs, comme aussi, par exemple, la Fondation du sport français. À ce titre, mon rôle en fait au sein de l'APEC, je suis chef de projet donc, pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et donc on agit avec tous ces partenaires pour transformer ce dont Marie-Amélie Le Fur parlait si bien, c'est de transformer en fait la performance en compétence. Et c'est un vaste sujet, mais j'aime beaucoup dire ça parce que ça parle aux entreprises, ça vous parle de parler de performance et de parler de compétences. L'objectif, c'est de sécuriser en fait le parcours professionnel des sportifs et des parasportifs de haut niveau, qu'ils soient en carrière et ou en reconversion. Et concrètement, notre engagement, du coup, il s'articule autour de trois axes. Le premier axe, comme je vous le disais, c'est donc sécuriser les parcours professionnels des sportifs et parasportifs de haut niveau à travers un accompagnement, que ce soit autour de l'orientation, de la formation, l'emploi, mais également la création d'entreprises. On a 80% des athlètes qui réfléchissent à un projet de création d'entreprise quand ils sont en transition professionnelle, mais également la mobilité à l'international. Voilà, tout ça, ce sont des sujets que nous accompagnons, et évidemment, c'est un accompagnement qui se fait sur mesure et qui est vraiment personnalisé selon le contexte de l'athlète et aussi en fonction de ses valeurs et ses souhaits d'évolution. Le deuxième axe, c'est de répondre aux difficultés de recrutement des entreprises, d'où l'importance de travailler avec notre partenaire OPCO, parce que il est important de vous partager justement des solutions et de vous accompagner dans ce qu'on appelle nous faire un pas de côté, ou justement être dans le recrutement inclusif, dans le recruter autrement. C'est tout ça qu'on incarne à travers cette démarche. Enfin, le troisième axe, c'est d'organiser des actions concrètes comme on le fait aujourd'hui avec nos partenaires, en lien avec nos partenaires et les acteurs de l'emploi et de la formation pour mieux travailler ensemble. Et pour ce faire, évidemment, on ne fait pas tout ça seul. On fait ça avec, donc au sein de l'APEC, avec une quarantaine
de consultants qui sont donc spécialisés sur le sport de haut niveau, qui ont été formés, acculturés au sujet pour pouvoir être efficaces. Et du coup, on est présent au national et dans tous les territoires. Et voilà, on en est ravis parce que on a aussi beaucoup d'athlètes ultramarins qui viennent des territoires d'outre-mer. Et donc, c'était important pour nous d'embarquer vraiment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, mais également la Réunion, la Mayotte dans cette démarche d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Super. Et du coup, on vient d'écouter un témoignage passionnant, celui de Marie-Amélie. Est-ce que tu peux revenir sur les plus-values et les bénéfices pour l'entreprise à recruter un sportif? Bien sûr, effectivement, en complémentarité à tout ce qui vient d'être dit par Marie-Amélie Le Fur, il s'agit en fait, dans un premier temps, et ça c'est très important, que ce soit un sportif ou un parasportif, il faut que ça réponde à un besoin de compétences. Ça c'est important, c'est-à-dire ne pas recruter pour des mauvaises raisons. Voilà, qui pourrait être l'image d'un athlète ou de vouloir le faire pour des mauvaises raisons. Donc vraiment, il faut que ça réponde à un besoin de compétences, un besoin de recrutement identifié au sein de la structure et de faire cette démarche dans une idée de se dire on est à la recherche de talents singuliers et complémentaires à ceux que vous avez l'habitude de recruter. Voilà, c'est vraiment, vraiment très important. Évidemment, on parle énormément dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de l'héritage sportif français. Ben là, nous y sommes en plein dedans. C'est-à-dire, justement, cette démarche-là participe également au rayonnement et à l'héritage du sport par excellence. Et enfin, même si c'est un effet secondaire, comme le disait mon collègue Philippe Fritikin de la GFIP, développer votre image et votre marque employeur, voilà, par rapport à vos propres valeurs qui vont être incarnées par le sportif, mais également les valeurs que le sportif va apporter avec lui au sein de l'entreprise, au sein d'un collectif de collaborateurs. Et puis également, ça va développer votre notoriété à travers le parcours de cet athlète. Sur les bénéfices, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire encore ou peut-être que qu'en penses-tu? Enfin, comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois d'autres bénéfices à nous partager ou Oui, effectivement, comme je le disais, en fait, l'objectif, c'est de s'ouvrir à des profils rares et singuliers. J'aime bien utiliser ce terme-là, pas forcément atypique, mais vraiment des profils rares et singuliers avec des spécificités, parce que ils seront aussi dans le partage en fait de leur expérience, du vécu. On se dit souvent que évidemment la réussite, elle est belle au bout du chemin, mais avant d'arriver à cette réussite ou à être justement championne olympique, il y a beaucoup d'écueils. Il y a beaucoup d'échecs aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler autour des réussites et des échecs. Et du coup, les compétitions et les stages de préparation viennent en fait deviennent des temps de cohésion et de team building au sein des entreprises. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que chaque entreprise peut se retrouver aussi en difficulté avant d'atteindre les résultats ou l'objectif escompté. Et enfin, l'idée, c'est également que les adhérents, en fait, les collaborateurs adhèrent en fait au projet de l'athlète, vont aller à la découverte de nouvelles disciplines sportives. Vous savez, il y a beaucoup de sports qui sont peu médiatisés. Si je vous parle par exemple de l'haltérophilie, bon, voilà, ça fait pas spontanément rêver. Et pourtant, il y a des compétences vraiment très intéressantes qui sont développées à travers ces disciplines sportives. Je pourrais aussi parler de la boccia, qu'on connaît peut-être peu. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est vraiment de s'intéresser en fait à cette discipline sportive et des compétences qui en découlent et des capacités. Et justement, quand on parlait performance, compétences, si on zoome un petit peu sur cette notion-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, tout à l'heure, on a eu un excellent témoignage avec beaucoup d'exemples en fait comment je veux dire, de capacités, de compétences.
mais on a essayé de les résumer. C'est une liste qui est non exhaustive. Ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout de vous donner en fait un exemple, des exemples. Et évidemment, tout ce que vous pouvez lire, je ne vais pas l'énumérer parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous dire que en fonction de l'expérience de chaque athlète, de sa discipline sportive, de son parcours, de son vécu, vous n'aurez pas les mêmes performances, vous n'aurez pas les mêmes compétences qui va mettre en œuvre. Par exemple, si je vous donne un exemple très concret, entre quelqu'un qui fait du tir à la carabine, vous imaginez bien, voilà, si je devais comme ça donner un exemple par rapport à la respiration, par rapport à son niveau de concentration, par rapport à la précision et du calme dont il doit faire preuve, vous voyez bien qu'il ne met pas en œuvre les mêmes compétences au sein d'une situation de performance. Et en comparaison de ça, si je prends à côté de ça le ski alpin, quelqu'un qui doit descendre une pente à 100 km/h, il va encore faire preuve d'autres capacités et d'autres qualités pour le faire à un niveau d'excellence. Et enfin, je prends l'exemple du cycliste professionnel, voilà, qui est peut-être capitaine de son équipe. Et lui également va faire preuve de d'autres compétences, comme par exemple le fait de devoir planifier ses entraînements, se fixer des objectifs, toujours être en analyse, synthèse de ses performances et aussi apprendre à connaître ses limites. Donc, vous voyez, c'est intéressant à travers les fameuses disciplines, différentes disciplines sportives, de vraiment travailler avec les athlètes sur cette prise de conscience déjà de ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et ensuite de la manière dont on peut le transposer en entreprise. Et c'est pour ça que c'est important de travailler ensemble. Juste vous dire également qu'un sport à maturité précoce comme la gymnastique ou la natation va pas révéler les mêmes qualités, va pas développer les mêmes compétences qu'un sport à maturité lente, comme par exemple, je parlais du ski alpin, mais encore l'équitation. Voilà, donc c'est vraiment très important. Vous dire également que le sport de haut niveau, on parle d'un âge moyen par rapport à la reconversion qui est aux alentours, on va dire, entre 27 et 29 ans. Oui. Après, ça dépend là aussi des disciplines sportives. On a des para-athlètes qui peuvent performer très, très, très longtemps et qui peuvent aller jusqu'à 35, 48 ans voilà, de performance à haute intensité. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est très éclairant de pouvoir parler performance, le faire limer à des compétences. On voit bien effectivement comment ça peut être transformé par les athlètes et du coup au bénéfice aussi de leur carrière professionnelle et du coup aussi au service de vos entreprises. Et merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve très vite de toute façon. Mais du coup, on va passer à la partie justement opérationnelle. Pour ce faire, comment on passe à l'action? Quels sont les dispositifs? Quelles sont les aides qui sont à votre main pour passer au recrutement du coup de sportifs, de parasportifs? Déjà, avant de décliner un dispositif ou de déclencher un dispositif, il est très, très important de faire le point sur le projet de collaboration. Quel est-il? Donc ça, c'est prendre un temps pour échanger avec l'athlète, pour échanger donc avec le sportif, et entre lui et l'entreprise, quels sont les axes de connexion qu'il va y avoir. Déjà aussi, à quelle étape du parcours l'athlète en est. Est-ce qu'il est en carrière? Est-ce qu'il est en reconversion? Quels sont ses rythmes de compétition, d'entraînement? Donc là, c'est très important de poser les bases et de voir du coup ensemble, de co-construire ce projet entre l'entreprise et l'athlète. Et ça vous permettra de faire résonner justement les valeurs de votre entreprise et puis au travers des valeurs du sportif de haut niveau. Donc l'idée, c'est de vraiment travailler ce projet en amont pour pouvoir savoir quel dispositif on va mettre en place. Est-ce que voilà, on est en pleine carrière? Est-ce qu'on est en reconversion? Donc là, quand on a bien identifié le projet, on peut décliner un certain nombre de dispositifs. Vous allez voir, on va parler droit commun. Et puis on va aussi parler droit spécifique, dispositif spécifique. Dans les deux cas, quand on a un parasportif, donc que l'athlète est en situation de handicap, il y a aussi des aménagements, un processus de compensation qui peut être mis en place dans les différents dispositifs. Pour pouvoir déclencher ces aménagements,
il faut avoir ce qu'on appelle une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc, pour pouvoir nous parler plus amont de ça et repasser aussi le cadre légal sur la définition du handicap et du handicap au travail au travers de la RQTH, on va retrouver Philippe qui va pouvoir nous rejoindre pour reparler de ces dispositions qui sont essentielles pour déclencher les aménagements. Merci Philippe. Vas-y, je te laisse ajuster comme tu as besoin. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le handicap en France? Selon la loi. Selon la loi, oui. Selon la loi, tout à fait. Donc en fait, jusqu'à il y a pas si longtemps, aujourd'hui, on parlait surtout de RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour effectivement les personnes. Nous, à la GFIP, on est plutôt à considérer les bénéficiaires de la loi de 2005. Donc, il y a effectivement ceux qui ont l'octroi de la RQTH par la maison départementale des personnes handicapées, mais on a aussi d'autres critères. Je vais pas les citer, c'est un peu barbare, mais voilà, vous tapez sur Google loi 2005 et c'est extrêmement rapide. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, il y a une simplification de l'orientation, puisque les publics dont on parle avec la RQTH, ce sont des personnes qui sont susceptibles de travailler en milieu, on dit, milieu ordinaire de travail, puisqu'il peut y avoir des orientations délivrées par la MDPH vers le milieu dit protégé. Le système est un peu différent depuis cette année, puisque il va se mettre progressivement en place, puisqu'aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui arrive parmi les actifs est automatiquement orienté milieu ordinaire de travail, donc ça ira directement se faire accompagner par France Travail. Et c'est lors des premiers entretiens avec France Travail qu'on verra et qu'on identifiera a priori les besoins spécifiques de la personne et savoir s'il faut qu'elle soit dans une entreprise dite protégée ou un travail sur un projet d'insertion en entreprise dite ordinaire. Voilà, sur la loi, après c'est très technique. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement des jeunes étudiants qui sortent du système scolaire sont de toute façon automatiquement avec une orientation vers le milieu du travail. Il n'y a plus de démarches spécifiques à faire. Enfin voilà, il y a beaucoup d'améliorations sur le sujet. Et concernant la mobilisation des aides et services de la GFIP, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir la notification de la MDPH. Le récépissé dépôt du dossier est suffisant. Voilà, je crois que je ne veux pas aller plus loin dans… Oui, et voilà. C'est très bien, effectivement, c'est déjà éclairant pour les entreprises que c'est souvent vu comme un process qui est compliqué et c'est vrai que là, le fait que la GFIP soit souple et puis déclenche des aides avec le récépissé du dossier, c'est déjà une souplesse pour l'entreprise. Il y a aussi cette loi, c'est ce que tu évoquais en disant que maintenant les jeunes qui ont eu un parcours d'adaptation ou ont une RQTH, donc ça c'est une vraie avancée qui est assez récente, 18 décembre 2023 avec la loi plein emploi. Voilà. Donc on est en pleine actualité et c'est vrai que ça fluidifie les parcours. L'idée c'est vraiment d'être sur la sécurisation des parcours tout au long de la vie de la personne. Donc c'est ça qui est vraiment important. Sachez quand même juste en entreprise que lorsqu'on est face à une personne qui candidate chez vous, rien ne l'oblige à s'identifier comme étant en situation de handicap et que c'est bien la communication, le climat que vous pourrez créer qui l'inciterait à identifier son handicap ou simplement de dire que pour performer dans votre organisation, il y aura besoin sans doute de certaines améliorations, en tout cas qu'elle a des besoins spécifiques. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement un travail pourra être effectué, mais rien n'oblige une personne qui a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de le déclarer dans des entretiens.
Et quand on parle d'une communication des entreprises dites handi accueillantes, effectivement, la mettre en place, elle vous appartient. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur... Non, après... La GFIP peut être à leur côté pour les accompagner sur la mise en place. Suis-je bête, quand même. Suis-je bête. Oui, alors... Parce que c'est plus la boîte à outils, là, pour le coup, c'est effectivement notre champ d'intervention. C'est qu'effectivement, toutes les entreprises qui le souhaitent, et d'ailleurs, c'est pas réservé aux plus de 20, c'est-à-dire qu'on sait que l'emploi des personnes en situation de handicap se fait beaucoup dans les moins de 20 salariés, et que ça ne vous empêche pas, de solliciter nos aides, même si vous n'êtes pas soumis à l'obligation d'emploi, donc il faut quand même le savoir, et que 2, on peut tout à fait vous accompagner dans le cadre d'une politique inclusive en votre sein. Alors, aujourd'hui, il y a sans doute parmi vous des entreprises qui sont sous accord agréé avec l'État. Oui, je pense. Ce sera souvent le cas des plus de 500 ou plus de 2000. Voilà, donc c'est vrai que mobiliser nos aides, si vous êtes à moins de 6%, eh bien là, il ne faudra pas y compter. Par contre, bénéficier d'un certain nombre de services, je pense notamment sur le réseau des référents handicap, par exemple, qui est un réseau mis en place et animé dans chaque région. Où là, vous avez, vous échangez entre pairs, les référents handicap, vous avez accès à un certain nombre de ressources. Dans certaines régions, on fait justement des ateliers avec les opérateurs de compétences. Enfin voilà, tout est possible. On travaille sur l'appropriation des différents types de handicap et leurs conséquences au sein des organisations de production. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, effectivement, il y a la boîte à outils, mais la boîte à outils, toutes les aides et services des destinations des entreprises et des personnes, on rentre pas dans le catalogue. Là, ça sera partie des ressources qui vous seront remises à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, c'est important de rappeler toutes ces notions et surtout les derniers assouplissements qu'il y a eu, parce que là, ce qui est encore à l'écran et ce que Philippe évoquait, c'est qu'il y a vraiment des mesures qui sont prises pour vous faciliter la vie, et même dans le cadre des dispositifs de droit commun qu'on va évoquer juste après, vous verrez que ça a des conséquences positives sur la mobilisation justement des aménagements et du contact que vous pouvez avoir avec la GFIP pour les mettre en place. Excuse-moi, j'ai oublié je t'en prie. On évoque le droit commun. Je voulais quand même juste préciser que la GFIP n'intervient qu'en complémentarité des dispositifs de droit commun. La compétence, notamment, si on parle aide au recrutement, nous, on ira sur les aides au recrutement, sur la compensation, sur l'aménagement de la situation de travail, sur permettre à la personne de s'insérer, de se maintenir en emploi dans les meilleures conditions en mobilisant tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse performer au sein de l'entreprise. Mais on recentre vraiment l'accompagnement des dispositifs de droit commun au titre de la compensation. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. On ne se substitue pas et on n'achète pas ou on ne vend pas on est vraiment un service complémentaire, voilà. Et éventuellement, on peut combler à la marge des interstices non couverts par droit commun, mais c'est vraiment à la marge. C'est pas l'objectif. Merci beaucoup, Philippe, pour ces précisions qui sont effectivement très importantes. Et du coup, on a une petite question aussi à vous poser avant de parler des dispositifs que vous pouvez utiliser. Donc, je vais lancer un deuxième sondage. Alors, je rappelle juste, vous inquiétez pas, pendant le sondage, vous n'allez pas voir les interprètes ni la vélotypie pendant 20 secondes. Donc, c'est juste le temps que vous répondiez. La question, elle est très simple. Oui, à tout à l'heure, Philippe, merci. La question, elle est très simple qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà recruté une personne en situation de handicap au sein de votre entreprise? Donc là, 2 options possibles, oui ou non. Donc, je compte sur vous pour répondre. C'est important pour nous de savoir. Attention, je vais lancer le sondage dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez-y. Je compte sur vous pour répondre. Avez-vous déjà recruté une personne en situation de handicap? Oui ou non? Dites-nous tout.
Ça nous aide aussi pour mieux vous connaître et puis pouvoir vous apporter le plus d'éléments possible. Allez-y, donc là, les personnes ont commencé à répondre, merci. Allez-y, continuez. Donc oui, ok. Allez-y, on compte sur vous. Très bien. Encore une petite seconde. Attention. Et nous avons 83% d'entreprises qui ont déjà recruté une personne en situation de handicap et 17% non. Eh bien, très bon score aujourd'hui, bravo à vous. Donc, c'est plutôt surprenant dans le bon sens du terme, donc on est ravis. Et ben, moi, j'ai une deuxième question à vous poser du coup, et ça vous permettra d'alimenter le chat pendant le reste de la présentation. Si vous souhaitez nous partager justement une expérience ou quelque chose, n'hésitez pas à le marquer dans le chat, on aura plaisir à vous lire et à du coup la partager avec tous ceux qui participent au webinaire. Et donc, pour passer maintenant au côté opérationnel, comment est-ce qu'on recrute les sportifs, les parasportifs, comment est-ce qu'on fait? Donc déjà, il y a des dispositifs de droit commun, pour la simple et bonne raison, comme vous pouvez le voir, qu'en tant que citoyens français, ils peuvent jouir exactement des mêmes dispositifs. Donc moi, là, les dispositifs que je vais mettre en lumière, ça va être les dispositifs d'alternance. Donc on a le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Donc à chaque fois, vous avez les liens vers chaque fiche technique de chaque typologie de contrat qui vous permettront d'avoir un certain nombre d'informations pour les mobiliser. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que si on fait un zoom sur le parasport et sur les personnes en situation de handicap, ben, le gros avantage, c'est que pour l'alternance, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on a eu tout à l'heure un témoignage qui nous a aussi parlé de reconversion. Donc, on imagine bien un petit peu ce qui peut se tisser, c'est que ce soit dans l'accompagnement de carrière d'un sportif dans sa jeunesse, juste après le bac, ou bien même en phase de reconversion, concernant les parasportifs, situation de handicap, possibilité de mettre en place ce dispositif sans limite d'âge. Donc là, on a vraiment un avantage et une souplesse. Concernant les souplesses également, pour les personnes en situation de handicap, possibilité d'avoir des aménagements. On parle de contrats d'apprentissage aménagés notamment. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Donc, ça va être l'aménagement du temps de travail, les aménagements de poste, les aménagements en formation avec la sécurisation du parcours pédagogique. Ça va être également la mise en place d'une année supplémentaire. Marie-Amélie l'évoquait aussi, il y a possibilité de doubler les années. Et bien, c'est vrai aussi pour l'alternance. On peut avoir une année de réalisation supplémentaire pour pouvoir mettre en œuvre ce contrat. Donc là, très clairement, l'alternance est un levier très intéressant et qui est tout à fait mobilisable dans ce cadre. Encore une fois, on fait le lien aussi avec ce qu'on disait juste avant, identifier le projet de collaboration. C'est fondamental pour savoir dans quel cadre on va mettre en place le dispositif. Pour vous aider encore davantage à la prise en main de ces deux types de contrats, parce que parfois on peut se dire, bah oui, mais contrat d'apprentissage, contrat pro, comment je décide? Eh bien, je vous ai mis un lien pour comparer les deux dispositifs en fonction de votre situation. Il n'y a pas de réponse toute faite, évidemment, ça va dépendre de votre cas, de la situation, du diplôme visé, parce que parfois il y a des diplômes qui sont accessibles que dans un des dispositifs. Donc vous avez un comparatif, en cliquant sur le lien, vous avez la possibilité de voir ce qui sera le mieux pour vous. Et enfin, j'ai mis un lien supplémentaire et ça fait écho à ce que Marie-Amélie nous partageait tout à l'heure par rapport à la reconversion, par rapport à l'orientation des sportifs et des parasportifs. Je vous ai mis un lien vers un dispositif qui s'appelle l'immersion facilitée. Donc là, c'est une plateforme qui a été développée et du coup qui vous permet d'accueillir une personne, que ce soit une personne en situation de handicap ou pas, que ce soit un sportif ou pas. Donc là, vraiment, c'est un dispositif qui est ouvert à tous. Mais du coup, là, c'est intéressant dans ce cadre-là de faire un zoom, puisque la découverte des métiers pour des sportifs ou des parasportifs qui peuvent avoir des carrières longues et qui, au bout d'un moment, se questionnent sur du coup la suite à donner à leur parcours professionnel. Et bien alors, ouvrir les portes de votre entreprise de cette façon peut être vraiment un super levier, et pour vous aussi, parce que si en plus on fait le lien avec ce que Philippe aussi a évoqué sur la marque employeur, le volet aussi sensibilisation des équipes, eh bien quand vous faites ça, vous accueillez par exemple un parasportif dans vos locaux pour lui faire découvrir certains postes de travail, c'est un certain secteur d'activité. Eh bien c'est aussi
lui permettre de rencontrer le collectif de travail. Et quand on fait ça, on communique aussi sur la posture de l'entreprise, sur les valeurs aussi qu'on peut défendre en faisant venir un sportif ou un parasportif dans ses murs, et lui permettre aussi d'être au contact et de rencontrer le collectif, d'avoir un temps partagé sur son vécu, son parcours. Ça peut aussi contribuer à votre politique plus inclusive, et puis de travailler l'axe communication auprès de vos salariés. Donc là, vous envoyez aussi les bons messages et les bons signaux. Et pourquoi pas un effet boule de neige avec peut-être des personnes qui vont, au sein de vos murs, se déclarer aussi, voyant que vous avez des actions sur le sujet du handicap. Donc voilà déjà les dispositifs de droit commun que vous pouvez actionner. Après, on est dans un environnement particulier, le sport, le parasport. Eh bien, il y a des dispositifs qui ont été pensés pour ces situations. Donc, je vais demander à Sophie de bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît. Merci beaucoup, Sophie, de revenir avec nous. Alors, peut-être qu'il y a un petit ajustement aussi écran. Voilà, parfait. Alors, Sophie, concernant les dispositifs peut-être plus spécifiques, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Avec plaisir, Caroline. Juste, si tu me permets, je voudrais revenir quelques secondes sur ce que tu viens d'évoquer à l'instant, qui me semble vraiment l'entrée par excellence en fait dans le monde de l'entreprise. Tu parlais de l'immersion professionnelle. Alors juste vous dire que l'APEC est prescripteur, donc on a un cadre légal avec évidemment aussi France Travail et d'autres structures, mais on l'expérimente actuellement avec les sportifs de haut niveau. Ah bah parfait. Et pourquoi c'est intéressant, l'immersion professionnelle? Parce que au-delà de tout ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire de découvrir un univers de travail, de valider un projet professionnel ou même d'initier une forme de pré-embauche, ce qui est vraiment intéressant et pour l'entreprise et pour l'athlète, c'est que en fait l'immersion professionnelle peut être réalisée en continu et ou en discontinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un athlète qui est en carrière, qui se questionne, qui aimerait anticiper sa reconversion, mais qui ne sait pas encore comment, il peut tout à fait être disponible, par exemple, un jour par semaine, même une demi-journée par semaine. Donc, c'est 30 jours au total. Ça peut aller de 1 jour à 30 jours, soit de manière continue, soit de manière discontinue. Et donc, c'est parfaitement bien adapté à la vie des sportifs de haut niveau et des parasportifs parce que du coup, on peut continuer à s'entraîner, on peut partir en stage d'entraînement, voilà, et on peut à la fois justement avoir ce pied dans l'entreprise qui est si précieux. Donc ça, vraiment, je voulais le rajouter et vous dire qu'on l'expérimente actuellement et on est notamment en cours d'intégration pour vous donner un exemple concret d'un para-athlète en sissi-foot qui va faire une immersion professionnelle au sein de l'APEC de Bordeaux. Et donc, on est en train de mettre des choses en place, évidemment avec nos partenaires et avec le soutien aussi de la GFIP et de Cap Emploi, pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Et pour pouvoir, justement, il a un profil, il a un projet en lien avec les ressources humaines. Et donc, concrètement, de le mettre en situation et de lui partager le travail au quotidien d'un consultant en développement professionnel. Et on en est ravis. Donc, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Mais je pense que pour les sportifs et les parasportifs, c'est vraiment la voie par excellence. Ça, c'était le premier point. Et deuxième ajout que je voulais partager, c'est que les sportifs de haut niveau qui ont un statut, qui ont ce statut qui les lie, ils sont sur liste ministérielle, ont également une dérogation par rapport à l'âge, au même titre que les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est quand même très précieux là aussi pour leur proposer justement répondre à des besoins d'alternance que vous avez qui sont assez nombreux en entreprise et donc ça peut être vraiment intéressant là aussi de faire cette démarche. Il y a 2 types d'alternance possibles, soit une alternance aménagée, je vais y revenir tout de suite par rapport au dispositif spécifique, soit une alternance tout court pour l'accompagner dans sa reconversion. Donc, merci Caroline. Nous, on est convaincus que voilà, l'immersion professionnelle, c'est vraiment un outil par excellence. Concernant les dispositifs spécifiques dédiés aux sportifs de haut niveau, et c'est important ce que je vais vous partager là maintenant, ça concerne vraiment des sportifs qui sont éligibles. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est des choses qu'il faut valider en amont, mais qui sont très importantes parce que ça leur permet en fait, encore une fois, de combiner leur carrière de haute performance avec le projet
d'insertion ou même, je dirais, d'un projet de vie. C'est comment le projet de performance s'inscrit dans un projet de vie. Voilà, on parle presque plus de double projet aujourd'hui, on va bien au-delà parce que l'idée, encore une fois, c'est de sécuriser ces parcours d'excellence. Donc, pour les dispositifs spécifiques, il y en a plusieurs. Je vais essayer de les expliquer et du mieux possible. Et de toute façon, là aussi, Caroline vous a préparé une boîte à outils avec un kit de communication et on est vraiment à votre disposition aussi par la suite pour vous aider dans la mise en œuvre. Il y a ce qu'on appelle en fait des contrats de travail aménagés. Un contrat de travail aménagé, c'est quoi? C'est en fait un contrat de travail de 35 heures, classique, avec aménagement de l'emploi. Donc, ça correspond encore une fois à un besoin spécifique que vous avez identifié, qui est un besoin qui est ensuite communiqué. Et puis ensuite, il y a la démarche de mise en relation. Et on appelle ça des CIP, donc conventions d'insertion professionnelle pour les entreprises privées. Et ça existe également pour les structures publiques. On appelle ça un CAE, convention d'aménagement d'emploi. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir ce double projet. Et donc, c'est destiné aux entreprises privées, comme je le disais, et aux structures publiques. Et tout ça, c'est piloté par une structure qui s'appelle l'Agence nationale du sport, donc c'est l'ANS, qui gère en fait tout ce type de contrat et qui s'en occupe, qui en est le garant dans un cadre légal. Ça veut dire quoi? L'aménagement, en fait, il peut porter sur 80% de temps de présence en entreprise et temps d'absence, donc 20% d'absence. Évidemment, on est dans l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc ce temps de présence, il peut être extrêmement réduit. Donc, on peut être à 80%, mais ça peut aller 60, 40, 20, voire 100% de détachement, parce que l'idée, notamment à l'approche des Jeux Olympiques, c'est vraiment de se consacrer à 100% à sa performance sportive, tout en étant rémunéré à 100%. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, la compensation étant prise en charge justement par l'Agence nationale du sport. Ça sous-entend qu'avec l'athlète, et Caroline l'a dit précédemment, il y a une vraie co-construction d'un projet en fait qui est réfléchi et une démarche en tout cas qui prend un petit peu de temps. Pour avoir fait la démarche, nous, en tant que structure APEC avec un parasportif, il y a vraiment ce temps nécessaire à l'identification du besoin, ensuite de rencontrer justement les différents candidats et ensuite à adapter justement, apporter les aménagements dont Philippe Ifretikin vous parlera en plus de l'aménagement dans l'emploi. Donc, en résumé, l'athlète, en fait, il est salarié, soit en CDD, soit en CDI. Il a soit un contrat en alternance, c'est ce qu'on appelle également l'alternance aménagée dont je parlais tout à l'heure, ou d'apprentissage. Donc, il est totalement, en fait, tout à fait normalement soumis aux règles de l'entreprise, comme n'importe quel autre salarié. Ce qui est intéressant, par rapport, quand je parle des règles d'entreprise, on parle du temps de formation par rapport au plan de développement de compétences, par rapport aux entretiens annuels, les entretiens professionnels, voilà, aux mêmes règles que les autres salariés. L'entreprise prévoit donc les missions et aménage, si besoin, le poste de travail pour le sportif de haut niveau et notamment en situation de handicap, parce que c'est évidemment à prendre en compte. Et la convention d'insertion professionnelle encadre en fait les conditions d'aménagement de l'emploi. Donc, comme je vous le disais, le temps de présence et absence de l'athlète. Et le sportif, ce qui est important, et je vous le partage, ce qui est intéressant dans le recrutement d'un athlète en tennis fauteuil, c'était d'avoir son calendrier de compétition et de stage. On anticipe en fait ces temps de présence et d'absence en entreprise et on adapte aussi tout le programme d'intégration et le suivi en poste pour que ça se passe le plus fluide possible. Donc ça, c'est vraiment important. Et on fait tout ça évidemment en lien avec sa fédération et en lien avec l'Agence nationale du sport et la Maison régionale de la performance. Ça, c'est très important. Et l'Agence nationale du sport verse donc la compensation financière
éventuels à l'entreprise. Et l'entreprise, pour être tout à fait complet, peut mettre en place un mécénat de compétences si elle est éligible, et ça ouvre des droits à la réduction d'impôts qui vont jusqu'à 60%. Donc, c'est quand même très intéressant pour accompagner la performance d'un sportif ou d'un parasportif de haut niveau. Il ne faut pas s'en priver. Pour être complet, il y a également deux autres dispositifs. C'est la bourse de mécénat et ou le contrat d'image. Je pense que le contrat d'image, c'est peut-être ce qui est plus communément connu. Voilà, ça s'apparente à du sponsoring. Juste pour le bourse de mécénat, vous dire qu'il est aussi très important pour les athlètes d'être soutenus financièrement dans leur préparation olympique et paralympique. Et donc, du coup, c'est évidemment cumulable également avec les contrats de travail aménagés que je viens de citer à l'instant. La bourse de mécénat donne lieu à une convention de mécénat financier avec la Fondation du sport français. Et pour vous donner un exemple là aussi, si une entreprise donne un don moyen de 23 000 euros pour l'entreprise avec une défiscalisation de 60%, on est sur un coût de 9 000 euros finalement pour l'entreprise. Et ça permet de mettre à destination des athlètes une bourse de 20 000 euros pour sa préparation olympique et paralympique. Et c'est quand même très intéressant et pour l'athlète et pour l'entreprise. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Sophie. Effectivement, c'est des dispositifs qu'on connaît moins forcément. Donc, c'est important de les avoir en tête. Et dans le cadre du recrutement d'un parasportif, puisqu'on est dans le cadre d'un contrat pour une personne en situation de handicap, on va accueillir à nouveau avec nous la GFIP qui va réévoquer, donc justement, Philippe l'évoquait déjà tout à l'heure, la complémentarité avec le droit commun. Mais du coup, Philippe, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la stratégie d'accompagnement de la GFIP, à quel moment, comment ça se passe auprès des entreprises? En fait, on intervient, comme tu l'évoquais, en complémentarité du droit commun. L'idée, c'est d'intervenir à tous les moments du parcours, à partir du moment où il y a une entrée sur le monde du travail, en gros, être actif au sens marché du travail. Ça va de la professionnalisation à la reconversion, à l'entrée en emploi et ou au maintien en emploi. On est à chaque fois sur ce qu'on va qualifier de compensation, aménagement de la situation de travail, de l'environnement de travail. Alors, on n'interviendra pas sur tout ce qui est aménagement du bâti dans le cadre des normes ERP. On n'interviendra que sur la situation de travail. Sous-entend que le bâtiment qui accueille des salariés respecte ses obligations ERP et effectivement lui permet d'intégrer son environnement de travail. Alors, les compensations ou les services, c'est à la fois de l'aide au diagnostic du besoin, proposer effectivement des natures d'aménagement et le soutien financier à l'acquisition si ce sont des aménagements techniques ou physiques. Par contre, on a aussi une aide à la personne ça c'est sur les personnes qui ne peuvent pas prendre les transports en commun en raison de leur situation de handicap. On a aussi des aides à la mobilité qui permettent à la personne de se déplacer pour venir à son travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail des aides. Il faut savoir que on intervient sur l'identification du besoin en fonction de la nature du handicap et de ses conséquences sur le poste visé. On intervient sur l'aménagement de la situation de formation quand on est dans le cadre de l'alternance, comme on l'a évoqué, même dans le cadre d'ailleurs de la formation professionnelle continue ou une formation de reconversion en interne. Et effectivement, en cas d'aggravation ou de survenance du handicap durant l'activité de salarié au sein de votre entreprise, on interviendra évidemment sur tout ce qui est solution de maintien et de reconnaissance aussi de la lourdeur du handicap, le cas échéant, avec des aides financières qui vont avec. Juste dans la boîte à outils, un petit point de vigilance parce que notre Bible des aides et services de la GFIP qui s'appelle Méthodia, la version de juin 2024 va être mise en ligne. Celle que tu as dans la boîte à outils, c'est l'ancienne.
Ah là là, on a la primeur de l'information. La nouvelle, elle devrait être sur notre site le 10 juin. Voilà, alors, du coup, la version pour l'instant est toujours bonne, mais mise à jour bientôt. Non, parce que je peux même donner la bonne version pour mettre dans la boîte. Enfin, ça, c'est, en tout cas, elle sera disponible. C'est assez technique. Je ne vais pas vous le cacher. Oui. Ça a le mérite de présenter les différents champs d'intervention par nature. Et après, votre interlocuteur France Travail Cap Emploi dans le cadre d'une insertion ou d'un maintien dans l'emploi est tout à fait à même de vous conseiller, de vous accompagner. Ils savent très bien mobiliser nos aides. Il y a juste une chose que je voulais quand même préciser, c'est comme sur le recrutement d'un sportif de haut niveau, il est impératif d'anticiper. C'est-à-dire que si vous recrutez une personne en situation de handicap, pour sécuriser sa prise de poste et éviter les situations d'échec, il faut avoir anticipé l'aménagement de la situation de travail, le cas échéant, puisque ça prend du temps de faire des devis, de monter les dossiers de financement et de cofinancement. Donc, voilà, il ne faut pas être dans une urgence de recrutement parce que vous avez immédiatement besoin des compétences de la personne, puisque là, on est sur un parcours qui sera pour le coup non sécurisé. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un échec en période d'essai, d'ailleurs à l'origine de l'entreprise ou même du candidat, si effectivement il ne se sent pas dans les conditions qui lui sont effectivement proposées de continuer l'aventure avec vous. Voilà. Donc, alors c'est pas non plus anticipé 2 ans avant, hein, on est quand même, voilà, mais un bon mois au minimum. Et sachez quand même du coup qu'il faudra prévoir la promesse d'embauche pour pouvoir constituer les dossiers et mobiliser les prestataires qui vont évaluer les besoins d'aménagement et les mettre en place en amont. Et les mettre en place en amont, non, au moins qu'ils arrivent la semaine de l'arrivée. La semaine de l'arrivée du salarié dans votre entreprise. Voilà, c'est ce que je. Bon, après, sachez quand même que bon nombre de vos futurs collaborateurs, disons-le, n'ont a priori quasiment pas besoin d'aménager leur situation de travail. Éventuellement, ils auront besoin de compléter l'acquisition de compétences qui vous sont nécessaires, mais après, il n'y a pas forcément de gros aménagements et on casse les idées reçues aussi. Il n'y a que 20% des personnes qui ont un handicap visible. Le reste, mystère. C'est pour ça que c'est important effectivement de sensibiliser, de communiquer pour repérer ces situations. Et d'ailleurs, on a eu un… Oui, vas-y, je t'en prie. Je veux juste vendre un dernier outil parce que c'est quand même quelque chose qui est sans équivalent. C'est le job board de la GFIP. Oui. Où effectivement, c'est le seul job board de France parce que France Travail ne peut pas être discriminant dans le dépôt des offres pour les personnes en situation de handicap. En tout cas, nous, dans la rédaction des offres, c'est la même chose, sauf que là, à partir du moment où un candidat va sur le job board de la GFIP et met sa candidature, c'est que potentiellement, il est en situation de handicap, sinon, pas d'intérêt. Et une entreprise qui va déposer une offre sur notre job board, effectivement, officialise le fait qu'elle souhaite recruter ce profil. Voilà, donc je voulais vraiment mettre l'accent et c'est un job board avec 220 000 offres depuis la création, donc ça commence à être quelque chose d'être bien enrichi. Voilà. Bah, super, merci beaucoup. Et effectivement, ça a fait le lien aussi avec une slide que je vous ai pas présentée tout à l'heure, où je vais y revenir rapidement avant de lancer la vidéo qu'on vous a préparée. Et ça fait le lien avec ce que Philippe disait, effectivement, tous les partenaires qu'on a réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler des dispositifs, des aides, certes, mais c'est aussi pour mettre en avant qu'on travaille tous ensemble. Parce que c'est en travaillant tous ensemble qu'on arrive à faire bouger les choses. Aujourd'hui, l'OPCO Atlas travaille de façon rapprochée avec l'APEC, avec la GFIP sur les sujets du recrutement en général et plus spécifiquement aussi du handicap.
Et une des traductions très concrètes de cette convention de partenariat et des actions qu'on peut mener ensemble, c'est les différents outils là que vous voyez qui s'affichent à l'écran, dont un, Annonce Atlas, qui du coup a été mis en ligne mi-mars et qui vous permet, via votre espace MyAtlas, de déposer une offre en ligne d'alternance. Et en fait, grâce à notre partenariat avec la GFIP, on a connecté nos flux et nos job boards sont connectés, ce qui fait que vous avez la possibilité, en sélectionnant aussi le job board de la GFIP dans la liste de diffusion, de diffuser cette offre sur le job board de la GFIP et donc d'envoyer les bons signaux qu'évoquait Philippe à l'instant. Cette interconnexion, vous la retrouvez aussi sur Simulator Atlas, puisque c'est un outil de simulation qui vous permet de faire le point sur votre projet d'alternance et qui vous permet de savoir exactement ce que le contrat va vous coûter et aussi au regard des aides de l'État et des aides de la GFIP. Voilà. Donc, on a vraiment souhaité faire le lien et colorer tous ces outils existants pour aussi intégrer cette dimension de recrutement inclusif dans l'utilisation de ces outils. Et d'ailleurs, pareil, dans My Atlas Entreprise, quand vous saisissez un contrat en alternance et que vous cochez la case travailleurs handicapés, vous avez un lien vers le site de la GFIP qui vous permet de déposer votre demande d'aide afin du coup de fluidifier vos démarches et de bien penser à mobiliser les aides auxquelles vous avez droit. Donc, tous ces outils sont à votre disposition. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun. Vous avez un QR code et un lien pour vous emmener dans leur découverte. Tout de suite, ce que j'ai envie aussi de vous poser comme question, c'est la suivante. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce recrutement, c'est de vous dire à vous de jouer. La mise en perspective, maintenant que vous avez les informations, les outils. L'idée, c'est que ce webinaire soit un point d'appui pour vous. On l'a tourné aujourd'hui, il va être disponible en replay, on va le faire circuler, vous pourrez vous en saisir, le partager. C'est un point d'appui, un point de repère, vous pourrez y revenir quand vous aurez un projet de collaboration qui va voir le jour. Et j'ai envie aussi de vous poser la question suivante, avant de vous partager un autre témoignage très fort, c'est qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour passer à l'action. Voilà, c'est libre. Voilà, c'est si vous avez une idée, un besoin, exprimez-le via le chat. Tout à l'heure, je regarderai un petit peu ce qui a été partagé dans le chat, s'il y a eu des partages, et puis on essaiera de répondre, ou en tout cas, on reviendra vers vous par la suite. Mais moi, je suis preneuse de vos retours. Déjà, si à la lecture en tout cas à l'écoute de tous ces dispositifs, qu'est-ce qui vous manquerait? Et pendant que vous y réfléchissez, j'ai une vidéo à vous partager. C'est une vidéo de la série Double Enjeu. La série Double Enjeu, c'est une série de portraits de sportifs de haut niveau en situation de handicap qui ont été filmés. Et Double Enjeu, en fait, ça sert à mettre en lumière les enjeux forts de chacune des personnalités alliées performance sportive et projet professionnel. Donc, moi, je vous invite à plonger avec nous dans la vidéo qu'on a choisi de vous partager aujourd'hui. Mais alors, je vous invite vraiment à découvrir l'ensemble de la série parce qu'il y a de sacrées personnalités. Donc là, on a fait un choix. Ce n'était pas forcément facile de choisir un choix parmi tous ces beaux parcours. Mais du coup, je vais vous lancer la vidéo. Elle est sous-titrée. Donc, vous aurez toutes les informations. Attention, je partage.
Nous voilà revenus. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage très riche. Et effectivement, cette athlète vise, on l'espère pour lui en tout cas, l'or au prochain Jeux de Paris. On lui souhaite bonne chance. En tout cas, on sera là pour le soutenir. On espère que vous aussi. On vous a préparé, comme je vous le disais, une boîte à outils avec un certain nombre d'outils à votre disposition pour vous accompagner sur l'accueil, la sensibilisation, parce qu'une fois qu'on recrute une personne pour pouvoir accompagner le manager, le collectif de travail, eh bien, il y a des aides. Donc, il y a des aides. Notre partenaire, l'AGFIP, a des aides dans cette optique. Nous, on a aussi des outils, notamment dans le cadre d'un contrat en alternance au travers de Mentor Atlas, où il y a des guides, la possibilité de se faire financer des formations pour accompagner au mieux l'alternant, puisque on sait l'importance d'être accompagné pour la réussite de ce dispositif. Donc, on vous a mis dans la boîte à outils également le guide qui a été aussi fondateur de ce webinaire, où il y a un guide très riche qui a été fait, Athlètes et entreprises, partenaires gagnants. Vous y retrouverez d'ailleurs un certain nombre d'informations partagées aujourd'hui. Il est disponible directement en cliquant sur le lien de la boîte à outils. Et puis, on vous a mis aussi un certain nombre d'informations. Sophie l'évoquait tout à l'heure, l'étude APEC qui a été réalisée par rapport aux sportifs de haut niveau. On vous a mis les liens vers le site de l'AGFIP pour retrouver toutes les ressources évoquées par Philippe afin d'être accompagné sur tous les moments clés du contrat. Et promis, on mettra à jour le lien pour le Méthodia. On vous a mis aussi le lien vers la boîte à outils vidéo. Vous retrouverez le témoignage de Tanguy. Et puis, l'ensemble de la série Double Enjeu, je vous conseille vraiment de les regarder. C'est très inspirant. C'est aussi des supports que vous pouvez, dont vous pouvez vous saisir et partager en entreprise. On parlait de communication, de sensibilisation. On y est. On va vivre un moment très fort, celui des JOP. Des Jeux olympiques et paralympiques qui ont lieu à Paris. C'est un moment historique pour notre pays et puis pour la ville qui est Paris. Je pense que communiquer autour du sport, du parasport, ça peut être aussi un beau moment à partager dans vos entreprises au travers tous les outils qui existent. Donc, surtout, ne vous en privez pas, saisissez-vous de tout ça. Et en tout cas, nous, on est là pour vous accompagner. Donc, au-delà de la boîte à outils, vous avez nos contacts et ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas. Je vous remercie vivement pour votre participation et on reviendra vers vous avec l'ensemble des outils évoqués et on reste à votre disposition. Merci beaucoup et on n'oublie pas que pour recruter autrement, on ne se prive d'aucun talent.